Pour ce premier épisode du Bon Plan, j'ai décidé d'être le cinéphile le moins original du monde, puisqu'il va être question du Parrain de Francis Ford Coppola, un film sur lequel tout a certainement déjà été dit. Mais j'ai quand même envie de vous parler d'un plan précis que je trouve assez génial, sans être tape à l'œil pour autant. Bon, je vais pas vous faire l'affront d'analyser le tout dernier plan du film, qui a déjà été commenté un bon milliard de fois. Non, le plan qui va nous intéresser se trouve au début du film, ce qui va nous donner l'occasion de parler d'exposition. Au cinéma, comme en théâtre ou en littérature, ce qu'on appelle l'exposition, c'est l'ensemble des informations qui sont communiquées au spectateur pour lui permettre de comprendre l'univers du film. En effet, quand nous regardons un film pour la première fois, nous ne connaissons rien des règles qui régissent son univers, ni des personnages qui l'habitent, de leur histoire, de leur personnalité, de leur statut social, des rapports entre ces personnages et des enjeux qui en découlent, etc. Les scénaristes doivent donc se creuser la tête pour que ces informations soient montrées ou énoncées de manière naturelle, sans nuire à l'immersion du spectateur dans le film. Malheureusement, c'est souvent raté, et du coup on se retrouve par exemple avec des dialogues à rallonge complètement indigestes, des pavés de texte à lire, voire carrément des fiches personnages, ou bien une voix off trop présente, ou encore des répliques toutes pourries du genre I am the biggest agent in Hollywood. Ou bien This is Katana. Her sword traps the souls of its victims. L'écueil dans lequel tombent souvent les films par manque d'inspiration ou d'ambition artistique, c'est de trop dire les choses et de ne pas assez les montrer, ce qui est quand même un comble pour un art visuel comme le cinéma. Il s'agit d'ailleurs là d'une règle tacite de l'écriture scénaristique, le fameux show don't tell. En la matière, la séquence d'introduction du Parrain n'est pas particulièrement originale, mais c'est un modèle d'efficacité. Déjà, l'habileté du film est de faire que cette première séquence se déroule pendant un mariage, ce qui est un bon prétexte pour inviter tous les personnages qui auront un rôle important dans l'histoire à venir. Cette séquence est donc un peu l'antichambre du film, on y rencontre tous les personnages avant que l'intrigue ne commence. On a donc un aperçu de leur personnalité, de leur passé, de leur statut, des rapports qu'ils entretiennent entre eux, etc. Cette séquence réussit également le juste équilibre entre le show et le tell. En effet, beaucoup de choses nous sont d'abord montrées pendant ces 25 premières minutes. D'abord, la richesse et la puissance de la famille Corleone, à laquelle la presse s'intéresse d'ailleurs de très près. Mais ce qu'on apprend surtout, ce sont les traits de caractère des personnages principaux. Par exemple, on découvre que Barzini est un homme puissant qui veut rester dans l'ombre, ou bien que Fredo est quelqu'un de gentil mais faible, ou encore que Sonny est quelqu'un de beaucoup trop impulsif, etc., etc. Et toutes ces informations auront une incidence plus tard dans le film. Ce sont donc des setups dont les payoffs seront distillés tout au long du récit. Mais je reviendrai sur la notion de setup-payoff une autre fois. Et donc, comme je le disais, cette séquence a aussi beaucoup recours au dialogue pour nous faire passer des informations. Et pour que tout ça paraisse naturel, le film utilise la bonne vieille méthode qui consiste à introduire dans le premier acte un personnage complètement extérieur à l'univers du film et qui va le découvrir en même temps que nous. Ce personnage servira donc de vaisseau, d'avatar pour le spectateur. C'est à travers lui qu'on se projettera dans le film. Son rôle au début de l'histoire consistera surtout à poser des questions, ce qu'on pourrait appeler le syndrome du Bleu Beat ou syndrome Luke Skywalker. You know of the rebellion against the Empire? Have you been in many battles? Were you on a Star Cruiser? What's this? Who is she? Is there any more to this recording? Do you know what he's talking about? You knew my father? What are you doing hiding back there? Whoa, just where do you think you're going? What's wrong with him now? Ben Kenobi? La plupart du temps, ce rôle d'ingénu revient au héros du film, qui pose généralement plein de questions à son mentor. Mais dans Le Parrain, notre avatar sera Kay, la petite amie du héros du film, qui rencontre la famille Corleone pour la première fois. C'est donc elle qui interrogera le film à notre place. Please, Mike. Tell me. See that scary guy over there? If he's your brother, why does he have a different name? How did he do that? Well, who is he? What's his name? What was that? What's that? He did? How? Et les réponses formulées par Michael sont adressées en réalité aux spectateurs et ne servent quasiment qu'à faire de l'exposition. His name is Luca Brasi. He helps my father out sometimes. La force de cette séquence, c'est aussi de nous présenter cette famille dans un moment joyeux. D'ailleurs, une grande partie de ces scènes a volontairement été improvisée sur le tournage. Beaucoup des moments de joie qui sont filmés sont donc bien réels. Autre exemple, pour l'anecdote, cette scène où le personnage de Luca Brasi répète ce qu'il va dire au parrain a été rajoutée au script parce que l'acteur qui jouait Luca Brasi était incapable de livrer une performance convaincante dans sa scène face à Marlon Brando. La bonhomie et la maladresse de Luca Brasi doivent donc beaucoup à son interprète. Ainsi, la frontière entre les acteurs et leurs personnages est rendue encore plus floue au cours de cette séquence, ce qui donne beaucoup plus d'humanité à la famille Corleone, qui se montre sous un jour plutôt sympathique.
Parce que le réalisateur et les scénaristes savent bien que nous irons voir le film en sachant qu'il s'agit d'une histoire de famille mafieuse, et que nous risquons donc d'être méfiants d'entrée de jeu. De la même façon que Kay connaît la réputation de la famille Corleone avant d'y être introduite d'ailleurs. Elle est donc elle aussi sur ses gardes. Par exemple, ce petit papy tout mignon qui perd son dentier en chantant peut très bien avoir trucidé des dizaines de gens au cours de sa vie. C'est pour ça que le personnage qui nous introduit à cet univers est présenté comme étant en rupture. Michael est quelqu'un de rassurant, apparemment sûr de lui et de ses convictions. Il tranche même par sa tenue d'ailleurs, puisqu'il porte un uniforme qui semble sous-entendre qu'il se plie aux lois de son pays quand sa famille les enfreint quotidiennement. C'est a priori un héros en lequel on peut avoir confiance et que l'on a envie de suivre dans ses aventures. That's my family, Kay. It's not me. Et c'est là que nous arrivons au plan qui nous intéresse, qui est celui-là. Carlo, we're gonna take the picture. Wait a minute. No, Michael, not me. Okay, fine. Just go a little closer. Okay, that's it. Just like that now. Hold it. Alors ça n'a peut-être l'air de rien comme ça, mais ce plan est finalement assez riche. Déjà, ce que j'aime, c'est qu'il est une mise en scène de ce à quoi sert l'exposition, c'est-à-dire à accueillir le spectateur au sein de l'univers du film. Ici, c'est exactement ce qui se passe. Kay est accueillie au sein de la famille Corleone. Et comme Kay est notre avatar, ce que dit ce plan, c'est que le film nous accueille, il nous souhaite la bienvenue en son sein. Et d'ailleurs, j'aime à penser que ce n'est pas pour rien que ce plan met en scène un photographe, qui est à mon avis l'avatar du réalisateur. Ce plan serait donc une façon pour le réalisateur de nous souhaiter lui-même la bienvenue dans son film. Et ce que montre ce plan, c'est aussi le choix que fait Kay de se laisser happer par cet univers, de suivre l'homme qu'elle aime, comme le petit chaperon rouge se laissant apprivoiser par un grand méchant loup grimé en mer grand. De la même façon, nous, spectateurs, faisons le choix de mettre de côté nos a priori sur cette famille, qui n'a finalement pas l'air si méchante, et à laquelle nous nous sentons d'ailleurs déjà un peu attachés. Par ce plan, le réalisateur semble donc nous dire quelque chose du genre « Maintenant que les présentations sont faites, on peut passer aux choses sérieuses ». Et en même temps que Kay est prise en photo, qu'elle est donc prise dans la pellicule, nous sommes également pris par le film. Nous voulons voir la suite de l'histoire. On a donc le sentiment de quelque chose d'irréversible face à ce plan. Nous sommes maintenant liés à ces personnages sans retour possible. Et à partir de ce moment, nous nous retrouvons embarqués, prêts à vivre une histoire plus grande que nous. Nous allons passer près de 3 heures aux côtés de la famille Corleone, qui nous révélera petit à petit sa vraie nature et que nous verrons se déliter à petit feu. Nous assisterons aussi impuissants à l'accomplissement du destin tragique de Michael, se métamorphosant au cours du film en génie du crime et s'éloignant de plus en plus de nous au fil de son ascension jalonnée de cadavres. Et quand nous n'en pourrons plus d'avoir vu tant de violence, quand le protagoniste aura commis l'impardonnable et que nous ne reconnaîtrons plus le héros que nous aimions, en lequel nous avions confiance, quand nous ne pourrons plus cautionner le moindre agissement de la famille Corleone, eh bien, ce film qui nous avait accueillis à bras ouverts finira par nous claquer la porte au nez.